Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Thierry Breton, vous êtes commissaire européen en charge du marché intérieur. Tous les sujets qui nous touchent au quotidien, l'énergie, l'économie, l'industrie, le numérique, la défense, tout ça c'est vous. Et vous êtes au fond devenu le monsieur Bruxelles pour la France. Je voudrais aussi qu'on revienne sur la politique de l'asile. On va y revenir dans un instant, qu'on parle de l'intelligence artificielle, qu'on parle du rôle des réseaux sociaux. On en a parlé notamment sur la question du harcèlement scolaire. On va y revenir. Mais commençons sur l'asile, parce que tristement, après l'attaque d'Annecy, des questions sur la circulation des personnes dans l'espace Schengen, sur l'obtention du statut de réfugié, d'asile en Europe se sont posées. Et ma question, elle est toute simple. Aujourd'hui, chaque pays au sein de l'Union européenne a une politique d'accueil. Mais à la fin, tout le monde circule puisque c'est l'espace Schengen. Donc est-ce que ça sert à quelque chose que les pays aient des règles? Bien sûr. D'abord, ce qui est très important, c'est qu'il s'est passé, évidemment, on parle dans le contexte que vous venez de rappeler. Et donc, la grande émotion, le soutien aussi à ce jeune Henri, qui a quand même commis un acte celui formidable. Qu'on appelle le héros au sac à dos. Voilà. En tout cas, il a démontré un sang-froid tout à fait admirable. Et si les petits-enfants vont, j'espère, un petit peu mieux, c'est sans doute aussi à lui qu'on le doit. Maintenant, ce qui est très important, c'est d'avoir une politique unique. Et jeudi et vendredi, il s'est passé quelque chose de fondamental. La Commission a proposé un pacte migratoire. C'était les en ministres 2020. de l'Intérieur étaient réunis à Luxembourg, jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi pour décider d'une forme d'harmonisation des politiques d'asile et d'accueil. Revenons-en une seconde à notre démocratie. Expliquez bien comment ça marche. Le Parlement européen s'est positionné sur ce pacte, il a pris sa position. Restait le Conseil européen qui est constitué des États membres. Et ils avaient du mal à se mettre d'accord. Eh bien, jeudi et vendredi, ils se sont mis d'accord. Et c'est un pas immense. Qu'est-ce qu'ils ont décidé, donc, qui était sur la proposition de la Commission ? Et qui va être maintenant donc discuté dans ce qu'on appelle le trilogue. Pour nos téléspectateurs, c'est un peu comme la navette parlementaire. Le Conseil, qui est l'équivalent de notre Sénat, il a pris sa position, donc vendredi. Le Parlement, notre Parlement, a pris sa position. Et maintenant, dans les semaines et mois qui viennent, ils vont harmoniser et ça va devenir une loi qui va s'appliquer pour tout le monde. D'abord, c'est d'avoir un contrôle renforcé aux frontières, avec des moyens. 10 000 personnes qui vont être là, donc Frontex, pour précisément pouvoir exercer. Ça, c'est autour de Schengen. Autour donc sur autour de tous nos pays. Extérieures. C'est normal. Quand on rentre, il faut pouvoir contrôler. Deuxièmement, des lieux d'accueil renforcés. Troisièmement, et c'est très important, le fait qu'il s'agit d'un règlement, donc ça veut dire que ça va s'appliquer pour tout le monde. On va enfin avoir un droit d'asile unifié. Vous savez qu'aujourd'hui, du reste, c'est implicite dans votre question, il y avait certains États qui étaient plus laxistes, on va dire, que d'autres. Eh bien, désormais, ce sera interdit. On rentrera dans n'importe quel point de l'Union, on aura exactement les mêmes conditions d'application ou non, savoir si vous pouvez bénéficier de l'asile ou si... Mais ça va s'aligner sur quel mode d'accueil? Est-ce que ça va s'aligner sur les pays, en effet, les plus ouverts? Moi, j'ai pas forcément envie de dire laxiste, parce que c'est pas la question, c'est les critères. Au fond. Les critères. Est-ce que ça va s'aligner sur les pays qui ont les critères les plus lâches ou les plus resserrés? Non, les critères sont définis maintenant, donc ils sont harmonisés pour tout le monde. Ils sont stricts, ils sont rigoureux, ils sont uniquement conformes, encore une fois, au droit international. Et donc, on aura donc enfin une harmonisation du droit d'asile. Troisième point, à partir du moment où on a des pays qui sont plus exposés que d'autres, on le sait, c'est en particulier évidemment l'Espagne, c'est l'Italie, c'est bien sûr Malte, c'est aussi la Grèce et c'est également Chypre, qui sont les principaux points d'entrée, on le sait, et notamment des migrations qui viennent du sud de l'Europe. Eh bien, pour ces points, donc, on va renforcer évidemment donc les lieux d'accueil. Et puis, à partir du moment où quelqu'un pourra bénéficier du droit d'asile, eh bien, on va demander à chaque pays s'il veut l'accueillir ou pas. Et s'ils ne le veulent pas, à ce moment-là, on paiera pour que, précisément, les États où ils se trouvent puissent avoir, je dirais, une compensation par rapport au lieu de résidence de la personne concernée. 20 000 euros par migrant qui ne seraient pas accueillis, c'est Absolument. Ça ? Qui ne seraient pas accueillis. Ils seront accueillis, mais qui ne trouveraient pas un autre pays d'accueil, de façon à ce qu'on puisse traiter et dignement, mais aussi
compensé, je dirais, parce qu'évidemment, tout ça, c'est à la charge des pays d'accueil, et donc que chacun soit contributif. Et puis, il y a un dernier point, c'est aussi, effectivement, non, je crois sincèrement, il faut le regarder très en détail. Alors, bien sûr, il peut être encore amélioré, et c'est un sujet très compliqué. Et donc, dans les trilogues, si les États membres veulent encore améliorer, voire renforcer, ils auront la possibilité de le faire. On rentre maintenant dans cette phase de discussion ultime. Il y a aussi ensuite derrière la question évidemment du retour, parce que ceux qui ne pourront pas bénéficier, et je rappelle qu'il y a c'est à peu près uniquement un quart qui peuvent bénéficier du droit d'asile. Donc les autres, il faudra effectivement qu'ils rentrent dans leur pays d'origine. Et ça, c'est encore quelque chose qui devra être discuté par les États membres. Mais est-ce que ça veut dire, si je vous écoute Thierry Breton, que la différence par exemple entre la politique migratoire d'un pays comme le Danemark et un pays comme la France sera gommée? Non, d'abord, pour les droits, pour l'accueil, ils seront harmonisés. Maintenant, il y a un autre point dont on n'a pas parlé mais qui est sous-jacent et qui est un point très important et très sérieux, c'est l'intégration, évidemment, de ces personnes. Le vrai sujet que nous avons désormais en Europe, il faut bien le dire, c'est l'intégration. Si on voit ce qui se passe, par exemple, dans un pays comme la Suède, c'est que la Suède a accueilli, je dirais, très significativement. Qu'est-ce qui se passe quand on voit ce qu'il se passe? Ce qui se passe, c'est que les migrants qui ont gagné la Suède entre 2015 et 2016-2017, eh bien, ils sont toujours là. Ils ne parlent pas la langue, ils vivent entre eux parce que sans doute la Suède n'a pas fait les efforts qu'il fallait. Et vous voulez dire qu'aujourd'hui ça pèse? Et ça pèse évidemment. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le vrai sujet que nous avons, à partir du moment où on va harmoniser, je dirais, le droit d'asile, le contrôler beaucoup mieux et de façon plus juste et équitable, eh bien évidemment, il faut que chaque État membre se préoccupe, c'est le sujet numéro 1, me semble-t-il, de l'intégration évidemment de ces personnes. Mais alors attendez, je tire le fil. Vous parlez de la Suède à l'instant, parlons de la réaction du Danemark. Le Danemark a pris la décision récemment, alors que c'est un gouvernement de centre-gauche, d'appliquer ce qui apparaît aujourd'hui comme l'une des politiques les plus restrictives en matière d'accueil. Elle renvoie y compris des gens qui ont été parfois très longtemps sur le sol danois, qui parfois en parlent la langue, ont un job. Elle demande même, le Danemark demande même parfois à des gens qui ont tout à fait leurs papiers de déménager parce qu'il y aurait des quartiers où il y aurait trop de personnes issues de l'immigration par rapport à ce qu'ils définiraient comme des Danois de source. Est-ce que cette politique-là, danoise, peut continuer à cohabiter avec une politique comme celle de la France aujourd'hui, ou dans une harmonisation? Je ne comprends pas comment ça marche. Alors, madame, vous décrivez, pardon de le dire avec mes mots, mais exactement ce que je viens de vous dire. Vous parlez de Mette Frederiksen, qui est la première ministre danoise, effectivement social-démocrate. Elle a constaté qu'elle avait un problème précisément d'intégration dans son pays. Elle a constaté le même problème que la Suède, mais elle a décidé d'y apporter une réponse différente. Et c'est donc ce que je vous dis, les problèmes d'intégration sont à la main des États membres. Et c'est effectivement, certains vont décider si de mieux intégrer. Poreuses, en fait, c'est ça que je ne comprends pas. C'est bien pour ça que je vous dis, que le solde migratoire a obtenu un papier dans un autre pays, il peut. C'est bien pour ça qu'il faut faire la distinction entre, encore une fois, le solde migratoire et ce qui se passe aux frontières. Et ça va être très très nettement amélioré par ce pacte migratoire qui, j'espère, va donc trouver un accord entre le Parlement européen et le Conseil. Ça, c'est pour les frontières. Et ensuite, c'est ce que je vous disais, vous me parlez de Mette Frederiksen, ça, c'est pour l'intégration. L'intégration, oui, je le dis, c'est un sujet très important. Il faut que chaque État membre s'en préoccupe avec ses moyens. Si je reviens encore une fois sur le Danemark a décidé d'expulser des ressortissants, des migrants, y compris vers des pays en guerre, comme la Syrie. Est-ce que c'est autorisé par le droit européen? C'est encore une fois le retour au pays d'origine si jamais on constate que sur son territoire, des personnes sont là de façon illégale, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas bénéficier du droit d'asile. Et ça, c'est vrai pour tous les États. Y compris des pays où ils risquent leur vie. Encore une fois, c'est pour tous les États. C'est pour tous les États. Bien sûr, et c'est à leur main, bien sûr. J'ai bien compris tout le détail je le redis de façon. Mais je trouve qu'il y a quand même un décalage entre. Mais c'est peut-être tout à fait acceptable. Je ne juge pas. Je dis juste qu'il y a la question de l'accueil aux frontières et ensuite il y a la question de ce qui se passe à l'intérieur. Et à partir du moment où en effet chaque pays a une règle, mais qu'en même temps les migrants peuvent bouger d'un pays à l'autre. Oui, c'est vrai que ça paraît contradictoire. Oui, alors nous sommes un continent. Ça paraît très contradictoire. Nous sommes un continent. Et effectivement. Même règle pour tous pour pouvoir y pénétrer désormais avec le pacte migratoire. C'est vrai qu'aux États-Unis, on ne traite pas de la même façon ce qui se passe par exemple en Californie, au Nevada ou en Floride. Si nous sommes un continent,
L'intégration, encore une fois, est à la main des États. Je le redis, on est un continent. Je voudrais qu'on puisse parler de vos dossiers et notamment des questions économiques et des questions d'intelligence artificielle. On a beaucoup parlé du rôle des réseaux sociaux récemment avec le triste sort de l'INSEE. La protection des enfants, ça passe aussi donc par le numérique et vous êtes en charge de cet énorme dossier. On a appris la semaine dernière qu'Instagram ne protégeait pas assez les enfants eux-mêmes et que peut-être il favorisait les prédateurs sexuels. C'est le Wall Street Journal qui le dit, qui parle même de promotion active de la pédophilie. Ils ont accès aux mineurs. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à interdire Instagram ? Non, pas interdire Instagram, mais certainement interdire ces pratiques. Et dès que j'en ai pris connaissance, j'ai évidemment tout de suite interrogé Meta. Je serai du reste en Californie la semaine prochaine. J'aurai rendez-vous avec Mark Zuckerberg sur cette question. Et pourquoi j'aurai rendez-vous avec lui ? Parce qu'à partir du 25 août, ces grandes plateformes, donc dites systémiques, dont Meta fait partie, auront l'obligation de nous démontrer qu'elles peuvent réagir dans l'instant sur ce type de démarche tout à fait légale, évidemment, qui se produirait sur leur réseau. Donc, ils ont jusqu'au 25 août pour se mettre en conformité. Je vais donc m'assurer que c'est le cas. À partir du 25 août, on rentre dans une nouvelle ère. Eh bien, s'ils ne le font pas, il y aura à ce moment-là sanctions. Les sanctions, donc, d'abord, on rentre en dialogue. On voit tout de suite ce qu'il faut faire pour corriger, pour qu'ils corrigent évidemment tout ceci. Donc, le dialogue, maintenant, il va être permanent. Les plateformes auront la nécessité d'avoir un lieu d'établissement en Europe, donc on va pouvoir dialoguer. Avant, vous savez, on ne savait pas trop où ils étaient. Là, elles ont l'obligation, faute de quoi elles n'auront pas l'autorisation des maîtres, mais bien sûr, elles sont toutes en train de le faire, Meta en particulier. Donc, dialogue, voir si elles corrigent tout de suite. Pourquoi ça s'est produit ? Si jamais il n'y a pas de correction à ce moment-là, amende immédiate, et si jamais ça se poursuit, interdiction d'émettre. Les amendes, c'est de quel montant ? 6% du chiffre d'affaires mondial. Mondial, hein, donc mondial. Pas seulement le chiffre d'affaires en Europe, parce qu'évidemment, on sait qu'ils peuvent mondial, faire bien sûr, et si jamais ça perdure, interdiction donc d'émettre sur le territoire européen. Donc, ils veulent tous, évidemment, se mettre en conformité, mais là, je voudrais voir d'abord, c'est effectivement un article du Wall Street Journal qui faisait référence à une étude d'Oxford. Donc, si c'est vrai, effectivement, il va m'expliquer ce qui se passe, mais il a peu de temps pour corriger ce qui est tout à fait puisqu'il n'a que jusqu'au mois d'août. Est-ce qu'il y a d'autres, parce que là le Wall Street Journal révèle effectivement ce qui apparaît comme un véritable scandale, est-ce qu'il y a d'autres enquêtes, y compris des enquêtes menées par la Commission, qui laissent entendre qu'il y a des problèmes réels ? Alors, toutes les plateformes ne sont pas encore en conformité, et c'est bien pour ça que j'ai indiqué à chacune d'entre elles, il y en a 19 aujourd'hui qui sont concernées, que ma porte leur est ouverte. Quand vous dites plateforme, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est Twitter. C'est toutes les grandes plateformes, donc TikTok, enfin. qui émettent, qui constituent au fond ce qu'on appelle communément les réseaux sociaux. Donc ma porte leur est ouverte avec, évidemment, j'ai un certain nombre d'équipes maintenant très spécialisées sur ces questions pour bien leur expliquer ce qu'il faut qu'elles fassent. Donc pour l'instant, on leur dit, puisque la loi rentre en vigueur le 25 août, à partir du 25 août, eh bien, on aura la possibilité d'aller faire des inspections directement sur place pour vérifier ce qui s'est passé, y compris du reste en ce qui concerne les algorithmes. Donc elles auront l'obligation de nous expliquer ce qui s'est passé dans leurs algorithmes, si jamais ça a été poussé, je dirais, mécaniquement, ou j'allais dire sans intervention humaine, corriger ça, et si ce n'est pas corrigé, les sanctions dont je viens de parler à l'instant. Thierry Breton, la semaine dernière, je recevais à ce même micro Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui promettait ou décrivait ce qui ressemble de plus en plus à un bras de fer avec la grande distribution, qui s'est engagée à baisser certains prix. Il disait si ça n'est pas le cas, alors on n'hésitera pas à sanctionner et on n'hésitera pas à faire du name and shame, comme on dit, c'est-à-dire à pointer du doigt les entreprises qui ne joueraient pas le jeu. C'est légal, ça ? Je veux dire, est-ce que l'Union européenne laisserait le ministre des Finances français, de l'économie française ? Il a le droit de dire, tout à fait ceux qui jouent le jeu, ceux qui jouent pas le jeu. Vous savez, je vais faire un peu la même chose en ce qui concerne les télécommunications. Nous avons décidé, il y a maintenant 3 ans, qu'il y avait des fournisseurs d'équipements qui pouvaient faire courir des risques, et on pense en particulier à des fournisseurs chinois. Je ne vais pas les citer, mais tout le monde les a en tête. Bah, vous pouvez le faire, hein. Pourquoi vous ne le faites pas, justement ? Parce que ce n'est pas mon rôle, mais si... vous dites que c'est votre rôle, mais en même temps, vous ne le faites pas. Oui, vous pensez à Huawei ? Parce que, entre autres... donc moi, je peux le dire, et vous pouvez acquiescer. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas encore rentré, je laisse
aux États membres la possibilité de le faire. S'ils ne le font pas comme ils s'étaient engagés, s'ils ne le font pas, à ce moment-là, vous jouerez votre rôle. Bien sûr, nous jouerons notre rôle de façon très stricte. Il y a un certain nombre d'États membres qui tardent à appliquer, c'est-à-dire appliquer, ça veut dire quoi? Ce qui avait été décidé, c'est-à-dire faire en sorte que ces équipementiers ne soient plus des équipementiers pour nos réseaux télécoms parce qu'on estime qu'il y a des risques. Voilà, ils ont peu de temps maintenant. Des risques de quoi? Des risques d'espionnage? Bien sûr, des risques d'espionnage, des risques de transfert de données. Tous ces risques sont très clairement qualifiés. Pareil pour TikTok? TikTok, c'est pas du tout la même chose. TikTok, c'est pas un équipementier. TikTok est une plateforme. Mais TikTok, il y a un risque. Il y a des risques aussi. D'espionnage. Il y a des risques aussi de non-conformité de l'utilisation des plateformes TikTok par rapport aux données personnelles. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'institutions, dont les institutions communautaires, ont décidé que désormais leurs fonctionnaires n'auraient plus le droit d'utiliser TikTok sur le travail. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller au bout de cette logique et pour protéger en quelque sorte les ressortissants européens, de même très bonne question, TikTok. Si je peux me permettre, c'est précisément ce qui se passera le 25 août, là aussi, puisque TikTok fait partie des grandes plateformes et elle devra aussi, sur tous ses aspects, y compris celui-ci, désormais se conformer à la loi, puisque la loi, je le redis... Mais est-ce que là, ça va plus loin que simplement l'amende ou la sanction? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à fermer le service? Si jamais, encore une fois, TikTok ne corrige pas les infractions que nous aurons constatées. Donc ils ont jusqu'à fin août. Bien sûr. Pour se mettre en conformité. Et sinon, vous pourriez fermer le robinet. Comme toutes les grandes plateformes. Détruire l'application TikTok pour les Européens. Comme toutes les grandes plateformes, elles auront le droit d'émettre que si elles respectent le droit européen qui rentre en vigueur le 25 août. Parlons de l'Ukraine. Est-ce que, au fond, quand on voit que la contre-offensive se fait attendre, que peut-être elle est en cours, mais évidemment c'est compliqué à mesurer. Quand je me souviens qu'il y a 1 an et demi maintenant, vous étiez à la manœuvre pour les principales sanctions économiques qui ont été prises à l'encontre de la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous en reste sous le pied, si je peux me permettre? Est-ce qu'il reste encore des sanctions possibles? Bien sûr, il y a encore des sanctions. Mais personne n'a dit que l'Ukraine gagnerait cette guerre à cause des sanctions. L'Ukraine gagnera cette guerre, c'est-à-dire cette agression dont elle est victime de la part de Vladimir Poutine pour recouvrer les territoires indûment occupés, si jamais l'Ukraine gagne militairement. Et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne, mais pas que, tous les alliés qui sont avec l'Ukraine, fournissent à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour gagner. Jusqu'où ? Ces besoins, c'est-à-dire, c'est essentiellement des munitions. Bien sûr, les matériels, maintenant, ils ont été fournis. Je rappelle que vous êtes en charge, Thierry Breton, de la défense également. Et de la défense, et que nous avons fait, là aussi, quelque chose de très important. Un acte législatif qui va permettre d'augmenter très sensiblement la capacité de production de nos industries de défense en Europe, de façon coordonnée, enfin. On va fournir 500 millions, c'est-à-dire 1 milliard, pour tout de suite augmenter les lignes de production donc de l'ensemble de nos usines d'armement, parce qu'il faut effectivement, vous savez, cette guerre, à Pauline de Malherbe, on se prépare à ce qu'elle dure longtemps, en tout cas on s'y prépare. C'est pour ça qu'il faut être très 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 prudent. Quand vous dites on se prépare à ce qu'elle dure longtemps, on a l'impression qu'elle dure déjà depuis longtemps, mais quand vous dites longtemps, ça veut dire plusieurs années. Les guerres de haute intensité qui se sont déroulées sur le continent européen, généralement, on a, hélas, puisqu'on se replonge un peu en arrière, on a vécu ça sur plusieurs années, effectivement. Donc on se prépare à ça. On aura peut-être de bonnes nouvelles, et notamment par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, même si vous l'avez compris, tout ceci est extrêmement... on est en guerre, hein, pas nous, mais l'Ukraine est en guerre. L'Ukraine est en guerre et donc l'Ukraine ne communique pas, notamment sur ses actions actuelles, notamment d'offensive actuellement. C'est normal. Il n'en demeure pas moins qu'on est aussi dans un moment où il faut absolument augmenter nos industries de défense, parce que derrière, vous savez, on le voit bien en Europe, Vladimir Poutine, oui, il est aujourd'hui sur la liste des sanctions et c'est normal compte tenu de ce qui se passe. Mais voyez-vous, on voit également qu'il y a une unité très forte de l'Europe pour soutenir précisément, parce que cette guerre nous concerne, et notamment nos valeurs démocratiques. On fait souvent référence du reste à ce qui peut se passer dans certains pays. C'est vrai que la Hongrie est un peu à part. Il y a eu des doutes sur l'Italie. Je tiens à dire que Mme Meloni est un soutien absolu
aujourd'hui avec l'ensemble des États membres de l'Union européenne de cette démarche. C'est vrai que dans son parti, M. Salvini, il est plus proche de Mme Le Pen, du reste. M. Salvini continue à soutenir... Vous avez l'air de distinguer Mme Mélanie de Marine Le Pen. Elles s'en distinguent toutes les deux. Marine Le Pen dit que son modèle à elle, je crois avoir compris, mais je ne veux pas rentrer dans les politiques intérieures. Vous ne voulez pas que les compliments, ou en tout cas que le satisfecit que vous envoyez à Mme Mélanie ne puisse être pris comme une forme de... Non, mais je suis très objectif. Je vois ce qui se passe aussi au Parlement européen. Vous avez par exemple Jordan Bardella, lui, il est très dans la ligne de Madame Meloni. C'est-à-dire qu'il dit effectivement qu'il faut arrêter tout contact avec la Russie. Madame Le Pen dit qu'il faut continuer à être plutôt agréable avec la Russie. Comme M. Salvini, on voit bien qu'il y a des fractures qui s'opèrent au fond. Voilà, il y a ceux qui soutiennent, je dirais, la politique européenne très dure contre la Russie, comme M. Bardella, comme Mme Meloni. Il y a ceux qui continuent à soutenir plutôt la Russie, comme M. Salvini ou Mme Le Pen. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais on l'a bien compris, Thierry Breton, en tout cas, l'Union européenne continuera à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Thierry Breton, merci d'être venu répondre à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes commissaire européen au marché intérieur. Il est 8h53 sur RMC BFM TV. Merci Apolline de Malherbe.